Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir, vous nous suivez de Makiso, vous nous suivez de Walungu, Beni, Butembo, Aru, Bongandanga, vous nous suivez de la province orientale, vous nous suivez de Kinshasa, vous nous suivez au Sénégal, Mali, Bénin, Tombouctou, vous nous suivez à l'Inunois, vous nous suivez à Paris, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de Deadline. Ce soir, nous recevons quelqu'un qui nous vient de loin, un frère, un ami, avec qui nous allons partager, échanger. C'est un politologue, un chercheur que je vais saluer. Bonsoir, Alphonse Mwambi. Bonsoir, monsieur Sephorien. Alphonse Mwambi, vous avez plusieurs casquettes. Cette fois-ci, nous vous retrouvons dans votre casquette de politologue international, de chercheur. Qui est Alphonse Mwambi pour nos téléspectateurs? Bon, merci pour l'invitation. Je suis analyste politique et je fais beaucoup de recherches sur la politique internationale. Et en fait, la politique internationale, et spécialement la politique africaine, c'est ma passion. Et vous voyez que nous sommes en Afrique et que voilà, l'international s'intéresse à ce qui se passe en Afrique et l'Afrique s'intéresse à ce qui se passe en Europe ou en Occident. Donc il y a des influences qui sont projetées sur l'Occident comme sur l'Afrique. Voilà. Alphonse Mwambi, ce soir nous allons échanger avec vous. Nous allons parler de démocratie. Est-ce que la démocratie africaine est-elle potable pour l'Afrique ou c'est une démocratie calquée, copiée sur la pensée européenne? Oui. D'abord, pour répondre à votre question, voilà. Je voudrais situer un peu le contexte de la démocratie africaine. Voilà. Moi-même, j'ai été observateur international des élections ici au Congo en 2006. Et puis, j'ai fait la même chose en 2011. Donc, 2006, j'étais sur Goma, Kivu et enfin à Kindu. Ça, c'était le premier tour. Le deuxième tour, j'ai fait Kinshasa. Et en 2011, je fais Kinshasa et Liba-Congo. Alors, nous sommes en 2018. Nous sommes dans une période électorale. Alors, voilà comment je vois les choses. Mais pour répondre à votre question, la démocratie africaine, est-ce qu'elle est calquée? Mais je peux vous dire que c'est correct. C'est correct qu'elle est calquée. La démocratie africaine, elle est copiée des modèles européens et c'est pourquoi ça ne marche pas chez nous. C'est pourquoi ça ne marche pas en Afrique, ça ne marche pas en Côte d'Ivoire, au Cameroun, ça ne marche pas partout. Il faudra que les Africains puissent trouver un seul modèle qui est basé sur leur tradition et leur culture. Donc, selon vous, la démocratie ici en Afrique est calquée. Mais pour planter notre décor, c'est quoi la démocratie? Bon, la démocratie, ça se définit comme un pouvoir pour le peuple et par le peuple. Hein. C'est-à-dire que c'est le peuple qui donne son mandat aux politiques pour les diriger. Parce que, imaginez-vous que nous sommes 86 millions de Congolais, par exemple, ici au Congo, comme on est au Congo, et que tout Congolais a sa souveraineté et veut se diriger. Donc on aura 86 millions de gouvernements individuels. Alors on s'arrange, on se dit, bon écoutez, comme on est 86 millions de Congolais, on se dit, bon, on va léguer notre pouvoir à une seule personne et cette personne-là pourrait nous représenter. Alors, quand on parle de la démocratie en tant que telle, il faut entrer dans le contexte des choses. Nous sommes en Afrique et à Bôle, en 1990, M. François Mitterrand, à l'époque président de la France, convoque tous les présidents africains. Il leur dit, à partir d'aujourd'hui, vous devenez tous des démocrates. Faute de quoi, je vais vous couper l'aide
l'aide au développement. Là, c'était du chantage. Voilà. C'était plus que le chantage. C'est une dictature idéologique. C'est-à-dire, vous allez me suivre, sinon vous n'existez pas. Et quand vous prenez tous les présidents africains qui étaient présents... Donc, ils étaient des dictateurs en amont. Voilà. Et tout de suite, tous les dictateurs sont devenus des démocrates. Et il y a eu l'ouverture des partis politiques ici et là en Afrique. Et vous avez tout le temps, depuis ce temps-là, vous avez le chaos. Parce qu'à chaque élection en Afrique, avant, pendant et après, souvent, il y a des morts. Vous comprenez? Donc, allez au Kenya, vous allez trouver qu'en 2007 ou 2008, il y a eu des morts. L'année passée, quand il y a eu les élections au Kenya, il y a eu des morts. Alors, en Côte d'Ivoire, nous avons un président, qui est le président Laurent Gbagbo, qui est en prison chez moi à La Haye, oui. à cause des élections. Citez-moi un seul président français, un seul président européen qui, lui, est en prison à cause des élections. Donc, c'est-à-dire que nous sommes là en train de suivre des choses qui ne nous conviennent pas et que nous ne pouvons pas organiser parce que nous copions les coutumes, la culture des autres. Et ça, nous devrions cesser. Donc, la démocratie que nous avons copiée, c'était la démocratie locale à la française, à l'européenne, qui tenait compte des coutumes et us des terroirs. Totalement. Donc, en Afrique, si on devrait parler de démocratie, cette démocratie devrait tenir compte de nos coutumes, de nos us aussi. Bien sûr, parce que vous allez convenir avec moi qu'il y a un certain Jacques Chirac qui était président de la France. À un moment donné, il a dit, bon, la démocratie, c'est pas pour les Africains. Alors, tout le monde en Afrique était très fâché. Oui, nous, on est aussi des humains. Il ne peut pas nous insulter comme ça. Parce que nous pouvons aussi répondre à toutes ces règles-là de la démocratie. Il y a aussi Sarkozy qui l'avait dit au Sénégal que l'Africain n'est pas entré dans l'histoire. Parlons de Jacques Chirac. Jacques Chirac a dit l'Africain ne peut pas accéder à la démocratie. Il avait raison. Hein. Il avait raison de le dire parce que nous, les Africains, nous accédons dans sa démocratie à lui. Tu vois, quand nous entrons dans la démocratie de quelqu'un, c'est lui qui contrôle tout. C'est comme vous entrez dans la maison de quelqu'un et vous ne savez pas la porte de sortie, c'est où, vous êtes dedans, c'est lui qui vous contrôle. Parce que la démocratie de Jacques Chirac, c'est quoi? C'est la culture de ses parents, de ses grands-parents et de son terroir. Donc, ils ont pris tout ce qu'il y a comme règles culturelles, ils ont transformé ça en loi et en règles, et cela leur donne leur démocratie. Alors, si nous, Africains, on abandonne nos traditions, on abandonne notre culture, on entre dans la culture de Jacques Chirac, c'est à 8000 km de l'Afrique, disons du Congo, il y en a qui sont à 4000 km, c'est-à-dire que nous sommes voués à l'échec et Jacques Chirac avait raison sur ce plan-là parce que nous ne pouvons pas entrer dans la démocratie des autres, c'est-à-dire entrer dans la culture des autres. Donc, notre démocratie africaine, nous sommes entrés dans la culture européenne. Oui. Occidentale, hein, en général. Ouais. Voilà. J'ai aimé votre manière de penser. Hein. Nous ne sommes pas contre la démocratie. Nous parlons plus de la démocratie, cette manière de gérer la cité ensemble, de manière participative, en tenant compte de la hiérarchie dans la société, en tenant compte de la contribution de tous, de telle sorte que les ressources puissent en bénéficier à tout le monde de manière équitable. Mais en vous entendre parler, la démocratie à l'occidental qui a été inséminée ou dictée par François Mitterrand, si on doit le citer par rapport à l'Afrique, en appelant
tous ces anciens dictateurs africains pour leur dire aujourd'hui, si vous voulez que nous puissions vous aider, que la coopération continue, vous devez changer votre manière de faire, vous devenez démocrate, vous libéralisez les partis politiques, il n'y a plus de partis uniques, les partis États, nous avançons. Donc, cette manière à vous entendre parler, c'était pour nous contrôler. Bon, il y a à chaque période de la vie une nouvelle manière que l'Occident trouve, un nouveau mécanisme que l'Occident trouve pour contrôler idéologiquement, et cela s'ensuit avec l'économie, les pays africains. Donc il y a eu la civilisation quand les prêtres sont venus ici, et les Occidentaux, quand ils sont venus ici, ils ont dit, bon voilà, nous allons amener la civilisation en Afrique parce qu'ils en ont besoin. Moi, j'ai lu un livre en France, en fait, en Belgique, qui a paru pendant la colonisation, qui justifiait la colonisation belge au Congo. Alors, c'était écrit, c'était un petit journal, c'était écrit, les Noirs, les Africains ont aussi droit à la civilisation. Alors, avoir droit à la civilisation, c'est pour faire avaler cela à la population, à l'opinion publique, leur cacher les intérêts qui sont derrière, c'est-à-dire les intérêts idéologiques et économiques pour contrôler l'Afrique. Alors, ça c'est à l'époque. À un moment donné, les discours ont changé, c'est-à-dire il fallait, après les indépendances, il fallait trouver une nouvelle formule, l'aide au développement. Donc, on a développé, on a dit on va aller en Afrique pour développer les Africains, pour leur donner l'aide au développement. Et puis, à un moment donné, ça a changé. C'est devenu la démocratie. On doit aller démocratiser l'Afrique. On doit aider l'Afrique à se démocratiser. Alors, vous trouvez qu'il y a un systématique. Le systématique est qu'il faut trouver une raison idéologique qui pourrait justifier dans le droit international, même sur le plan moral, que non, voilà, nous sommes en Afrique, notre présence est justifiée par le fait que nous amenons la démocratie là-bas. En fait, ce sont des astuces. Nous n'allons jamais réussir à faire cette démocratie à l'occidental. Si nous voulons réussir à faire notre propre démocratie, nous devons nous retourner vers nos us et coutumes, c'est-à-dire il faut rentrer voir dans nos villages comment nos parents ont dirigé, nos ancêtres ont dirigé nos villages, comment les anciens royaumes de l'Afrique ont dirigé les gouvernements africains, s'est ressourcé dedans et puis créer notre modèle qui est propre à nous. Et c'est en ce moment-là que ça va réussir. Mais si nous restons dans le mouvement soi-disant démocratique nous imposé par les Occidentaux, ça ne marchera jamais. Alphonse Mwambi, je ne veux pas vous contredire, mais à un moment, vous qui résidez à La Haye, en Hollande, vous étiez candidat député pour les Verts, parti écologique. Vous vilipendez la démocratie instaurée par l'Occident en Afrique, mais vous en avez bénéficié en étant en Europe. Dites-nous, c'était comment? Quelle est la différence entre ta démocratie où tu as participé aux élections et la démocratie que nous, les Africains restés ici au pays? Oui, c'est vrai que vous me suivez. J'étais candidat au Parlement national de la Hollande. Bon, je suis membre de la diaspora et ainsi de suite, mais je suis intégré dans la société néerlandaise. Mais c'est tout ce que je viens de vous dire. La société néerlandaise, elle est occidentale. Elle suit les règles occidentales. Tout ce qui a été établi à partir des Romains, à partir des Grecs et tout ça, ils les suivent. Alors, quand je suis là-bas, je réponds, je m'adapte à la culture néerlandaise. J'entre dans la danse et je me présente en tant que candidat là-bas. Ça, c'est normal. Vous comprenez? Mais pendant que eux, ils font leur propre, ils sont dans leur propre culture, et nous,
ici, on entre dans leur propre culture, ça ne marchera pas. Vous comprenez? Donc imaginez que nous prenons, restons un peu sur Jacques Chirac, parce que c'est très important. Prenons Jacques Chirac, amenons-le ici, dans notre village. Est-ce qu'il va entrer dans l'histoire de notre village? Il va gérer nos villages? Non, pas du tout. Il ne va pas réussir. Pourquoi? Parce que il est tout à fait dans une autre dynamique, dans une autre culture. Il ne sait pas ce qui se passe là-bas, comment les gens sont gérés, et ça ne va jamais se passer. Vous comprenez? Donc, être candidat en Hollande, c'est parce que je suis hollandais, je suis membre de la diaspora, et que je me suis adapté à la situation là-bas. Voilà. Lorsque vous étiez en train d'avancer dans votre argumentaire, vous nous faites comprendre que la preuve que la démocratie imposée ou héritée des colonisateurs, héritée de l'Occident, pose problème, c'est à chaque fois qu'il y a élection, par exemple, il y a toujours des violences, il y a des morts, des arrestations, des conflits. Qui est aujourd'hui à La Haye. Tout à fait. Tribunal pénal international à La Haye. Donc, par contre, quand vous avez les élections chez les Occidentaux, il n'y a pas de mort, ainsi de suite, aucun président n'est aux arrêts. Nous voudrions comprendre qu'il y a un chaînon manquant dans notre manière de penser démocratie. Donc, vous vouliez que nous puissions reconsidérer l'approche de nos ancêtres, la manière dont a été géré nos villages, nos royaumes, en considérant les autres. Maintenant, quelle est la démocratie à l'africaine? Comment doit-on mettre en œuvre cette démocratie à l'africaine? Vous qui vivez à l'Occident, vous connaissez leur réalité, vous avez été candidat député pour les Verts au Parlement néerlandais. Mais qu'est-ce qui manque ici en tant qu'Africain? Parce que vous venez de l'Afrique. Qu'est-ce qui manque? Comment construire notre propre identité au niveau de la démocratie en tenant compte de nos us et coutumes? Il faut changer tout ce qui est école. Nous avons les écoles qui nous ont été léguées par le colonialisme. Il faudra changer cela. Il faudra aussi qu'il y ait beaucoup de penseurs, beaucoup de philosophes africains qui redécouvrent les manières dont on a été dirigé ou bien dont on dirige, parce que ça continue aujourd'hui. Il y a des villages africains où la culture occidentale n'est jamais entrée. Donc, il faudra que nos philosophes aillent vers là-bas, ces ressources là-bas, qu'ils aillent même pendant 100 jours, qu'ils aillent là-bas, pas d'internet, pas de wifi, pas quoi que ce soit, qu'ils aillent étudier, parce que tout le monde qui étudie ici va faire sa thèse à Paris. Il va faire sa thèse aux États-Unis. Mais il y a beaucoup de thèses qu'il faut faire ici. Et c'est là qu'il faut découvrir. Quand on va faire sa thèse dans les villages ici, on regarde le système de gestion, le système politique qui existe, que l'on peut faire traduire sur l'étendue nationale. Et en ce moment-là, on peut se dire, voilà, est-ce que ce n'est pas bien de récupérer ça ou de laisser tomber ceci? C'est comme Lumumba le disait. Après l'indépendance, il a dit, oui, nos amis belges vont partir, nous allons prendre des bonnes choses de leur part, de leur culture, mais nous allons aussi prendre des choses de notre propre culture. Et si Lumumba le disait déjà à l'époque, c'est qu'il avait déjà compris. Il était un prophète, parce qu'il a vu tout ça venir. Mais si maintenant nous on est là, Lumumba est mort, mais nous on est là pour voir comment on peut instaurer notre propre démocratie. Donc nous avons besoin des penseurs, les penseurs qui ne sont pas là tout simplement à avoir l'argent, chercher l'argent, mais à voir comment on peut gérer nos sociétés et être à même d'expliquer la démocratie à nos parents, nos vieux parents, qui sont au village.
Quand on va leur dire, bon voilà, on va faire la démocratie, c'est comme si, c'est comme ça. On va leur dire, bon, Montesquieu a dit, ceci, c'est là. Personne ne connaît Montesquieu dans nos villages. Alors, si on ne peut pas expliquer cela à nos villageois, à nos parents, là, il faut trouver un autre modèle qu'on peut justement expliquer à nos parents et où ils vont adhérer. C'est ça la démocratie. S'ils n'adhèrent pas, nous faisons une démocratie avec le souverain primaire qui est l'Occident, mais qui n'est pas l'Africain lui-même. Prenons 2 cas de démocratie en Afrique. Ouais. Nous prenons le Ghana, nous prenons le Sénégal. Mm-hmm. Pensez-vous que la démocratie, par exemple, au Ghanéen, est ancrée par rapport à leur tradition, politiquement stable, des élections qui ne donnent lieu à aucune contestation? C'est parce qu'ils ont tenu compte de leurs principes en tant que peuple africain ghanéen? Bon, il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de poser comme question. Vous avez, nous sommes en Afrique, il y a des zones qui sont stables et des zones qui ne sont pas stables. Et ça a à voir avec une géographie géopolitique des guerres. Vous comprenez? Vous avez cité le Ghana, je vais vous citer le Mali. Voilà. Jusqu'à un moment, le Mali était aussi très stable. Jusqu'à ce que M. Sarkozy a été là-bas pour tuer le Libyen Kadhafi. Et nous avons vu ce qui s'est passé après. Il y a eu les djihadistes qui sont venus de la Libye, qui ont déstabilisé tout le Mali. Donc, il y a ça. Maintenant, il y a le Sénégal qui est aussi stable. Il y a l'alternance à la tête du pouvoir, à la tête de l'État, à chaque moment. Bon, il y a aussi le Burkina Faso. Mais vous avez l'Afrique centrale, où il y a eu un désordre total, il y a eu des guerres ici et là. Ça n'a rien à voir avec la démocratie. C'est de la géopolitique. Il faudra, selon les Occidentaux, les stratèges occidentaux, il y a des pays qui doivent être stables. Pas parce qu'ils font de la bonne démocratie, c'est parce qu'on ne veut pas tout détruire en même temps. Vous comprenez, le Ghana, si l'Occident veut détruire le Ghana, ils vont le faire tout de suite. Mais ils les gardent. C'est une piste d'atterrissage en Afrique pour commanditer leurs petits trucs ici et là. Ce n'est pas la démocratie. Alors, ce que vous dites, si le Ghana a la démocratie à la ghanéenne, à l'africaine, c'est faux. Ils ont une démocratie qui est copier-coller, hein, et où il y a tout le temps un président qui quitte et puis un autre qui rentre, et fort heureusement. Mais maintenant, c'est à eux le défi de renforcer cette démocratie-là avec la démocratie africaine. C'est-à-dire à eux aussi d'aller se ressourcer chez eux, dans les villages, chez les anciens du village, pour savoir comment ils peuvent renforcer cette démocratie-là. Nous prenons le cas de légitimisation de nos structures politiques. À chaque fois, nous, Africains, pour être légitimes sur le plan de la démocratie, il faut aller voir nos responsables à l'étranger. Ouais. Vous allez entendre que non, ils étaient en réunion à Genève, ils étaient en Belgique, à Bruxelles. Ouais. Mais pourquoi nous n'avons pas confiance en nous-mêmes? Voilà. À chaque fois quand il y a un problème de pouvoir être légitime pour nous, le peuple, nous n'arrivons pas, nous allons auprès des autres. Mais à quand, par exemple, pour les problèmes occidentaux, nous verrons aussi des responsables européens faire appel à la sagesse africaine? Oui, mais c'est pour vous dire, vous avez répondu à votre propre question, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de démocratie, il n'y a que la continuation du colonialisme. On appelle ça maintenant démocratie. À l'époque, on a appelé ça la civilisation qu'on nous a apportée. Alors, Genève, Genval et tout ça, et tout le monde qui va, ce n'est pas seulement le Congo, il y a tout le monde qui va en Occident, et pour chercher le pouvoir ou bien pour avoir un soutien de tel ou de tel. C'est vrai que
un pays à lui seul ne se suffit pas. Hein? On doit dépendre aussi des autres. C'est comme la Hollande qui dépend aussi des États-Unis. Sur le plan information, il y a des satellites qui sont au-dessus des Pays-Bas, qui sont des satellites américains. À un moment donné, les Pays-Bas avaient refusé en disant non, 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 on ne veut pas des satellites au-dessus de chez nous. Les Américains ont dit, bon, vous ne voulez pas, mais nous, on reste. Et à un moment, et après, il y a le Premier ministre qui a dit, mais alors, comme c'est sur notre tête, est-ce qu'on ne peut pas aussi l'utiliser pour ceci ou pour cela? Donc, on est toujours dépendants les uns les autres. Mais, comme je vous disais là, quand on sait que c'est une démocratie copiée, c'est pourquoi on va aller chercher le pouvoir d'où le pouvoir vient. C'est-à-dire, les souverains primaires, ce n'est pas la population que vous voyez danser. À chaque fois qu'il y a un candidat qui passe, la même population danse. Candidat A, la même population est là, on va voter. Candidat B vient, on change de tricot, on chante pour candidat B. Candidat C passe, ainsi de suite. C'est que même les politiciens africains pensent que non, mais cette population ici n'est pas le souverain primaire. Le souverain primaire, c'est celui-là qui est en Europe, qui nous a imposé même cette idée, cette idéologie de la démocratie. Donc, nous devons aller vers lui pour lui demander le pouvoir. Et ce pouvoir-là, ça ne peut pas, pour le faire asseoir ici, en Afrique, ça ne peut pas marcher. Il faut découvrir notre propre pouvoir, notre propre manière de penser, manière de vivre. Et c'est comme ça que nous vivons. Quand nous arrivons en Afrique, il y a toute une autre culture. Et c'est cette culture-là qu'il faut inventariser, qu'il faut distiller. Et de là, nous allons avoir des règles qui sont démocratiques et qui vont nous gérer. Donc là, ça démontre aussi que si nous avions notre démocratie à l'africaine, on aurait aussi nos courants de pensée pour ne pas avoir pléthore des partis politiques que nous avons. À chaque fois en Afrique, scission, un nouveau parti politique. En Afrique, il est estimé que chaque 1 heure, il y a au moins un parti politique qui naît. Donc c'est pour dire qu'on n'a pas cette constance-là. C'est un danger. La multitude des partis politiques est un danger pour l'Afrique. Quand vous regardez, par exemple, aussi aux États-Unis, qui s'appelle une grande démocratie, vous allez trouver qu'il y a 2 partis politiques. Il y a les démocrates, il y a les républicains. Alors, et même aux États-Unis, je peux même leur conseiller que non, à un moment donné, ils doivent arrêter avec les élections. Parce qu'ils ne sont que 2 partis. Ils peuvent gérer à l'alternance 5 ans pour les démocrates, 5 ans pour les républicains, parce que ça leur coûte beaucoup d'argent, faire des campagnes et tout ça, ça ne sert à rien. Et chaque fois, il y aura soit un parti et soit l'autre parti. Alors, prenons la Chine. Vous avez la Chine qui ont bien compris les choses. Ils n'ont pas suivi le mouvement occidental pour dire, voilà, on va faire les élections à l'occidental. Ils ont gardé leur propre culture et vous comprenez que leur façon de gérer les choses politiques, ça marche. Les élections, quand il y en avait, ça ne coûtait pas beaucoup d'argent, comme aux États-Unis et comme en Afrique, bien entendu. Pour faire des élections ici en Afrique, la plupart des leaders politiques vont faire des campagnes, ils donnent des cadeaux, et c'est sur base de cela qu'on les vote, si vote il y a. Mais ce n'est pas sur base d'un programme politique donc, et en même temps, pour avoir le programme politique, il faut avoir aussi le lecteur qui est mûr. Hein. Mais fort heureusement, il y a des électeurs qui sont mûrs en Afrique. Hein. Donc ça, on ne doit pas se tromper. Alors, M. Lumumba, Patrice Lumumba, le héros congolais, il a parlé à l'époque déjà, en 1959, il parlait des partis unifiés. Donc pour que l'Afrique puisse avancer, nous devons avoir des partis unifiés. C'est-à-dire quoi? Ce sont des plateformes qui rassemblent les idées et avec ces plateformes, on peut
peut gérer le pays. Donc, de là peut découler un leader qui peut gérer le pays. Mais quand on a plusieurs partis politiques, on a chaque fois des conflits, on a chaque fois le chaos, on ne peut pas avancer, ça freine l'économie du pays, ça freine le développement du pays, ça freine l'école, ça freine... Donc chaque 5 ans, on est là à se disputer sur les élections qui vont venir ou pas, qui va gérer le pays. Donc ça freine. Donc il faudra aussi savoir est-ce que ça vaut la peine d'avoir une multitude de partis politiques de cette façon-là. Et encore là, les penseurs, les philosophes ont du pain sur la planche pour réfléchir là-dessus et donner des solutions. Il faut conseiller les politiciens africains parce que c'est eux qui vont instaurer des systèmes nouveaux. Ils ne doivent pas avoir peur des penseurs. Les penseurs et les philosophes sont là pour les aider. Donc, ils n'ont pas droit d'avoir peur parce qu'on est là pour le développement de l'Afrique, le développement des pays africains. Et on ne peut pas le faire seul en tant que penseur ou philosophe, on doit le faire avec les autorités politiques des pays africains. Donc, Alphonse Mwambi, selon vous, la démocratie à l'occidentale que nous avons héritée a servi à plus nous séparer, la preuve les partis politiques. Et lorsque nous arrivons aux élections, ce sont souvent des camps qui s'affrontent avec des idéologies différentes qui divergent et qui fait qu'à chaque fois, il y a des contestations, il y a des morts, ainsi de suite. Au lieu que nous puissions parler de démocratie, il fallait plutôt parler de cet intérêt, de l'amour de la nation. Je prends votre exemple, congolais d'origine, mais vous travaillez pour la Hollande, l'intérêt hollandais. Pourquoi? Vous vous êtes imprégné de la philosophie de cette nation et même les Néerlandais vous reconnaissent comme l'un de leurs. Tout à fait. C'est ce qui nous manque ici, quand je suis en train de vous suivre. Donc, même cette symbolique, si nous avions une appartenance culturelle, une appartenance sociologique qui nous permettrait de parler un même langage, on n'aurait pas à avoir plusieurs partis politiques où chacun dit, indexe l'autre, c'est toi qui es mauvais, moi je suis bien, toi tu es mauvais, c'est si le pays est détruit, c'est à cause de toi, au lieu de penser de philosophie. Mais c'est un peu comme des bandits, hein? C'est un peu comme des bandits parce que quand vous allez il y a des cités où c'est contrôlé par des petits bandits et qui ne font que la concurrence. Et à l'Occident aussi, c'est la concurrence. Hein? Et ici, on a une façon de gérer les pays où on le fait ensemble. Tu vois. Quand il y a quelqu'un qui a commis une faute, une erreur dans les villages et tout ça, on essaye de voir comment le punir, mais ensemble, on converge, ensemble, on continue. Vous comprenez? Et il y a un aspect aussi qui est très important à signaler, c'est le financement même des partis politiques et des élections. La plupart des pays africains se font financer leurs élections par l'Occident. Alors, on sait que en Occident même, c'est interdit à un seul parti politique, à un seul politicien de recevoir de l'argent de l'étranger. Donc, il y a une transparence qui est imposée par les règles telles que si vous recevez de l'argent, vous devez, si votre parti politique reçoit de l'argent, vous devez justifier d'où ça vient. Pourquoi on ne veut pas le financement par les étrangers? Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des lobbying des sociétés étrangères. On ne veut pas que, par exemple, M. Poutine puisse interférer dans les affaires internes de la Hollande, de la France, des États-Unis, ainsi de suite. Alors, c'est pourquoi on ne veut pas. Alors, ce sont les mêmes Occidentaux qui sont prêts à financer les élections en Afrique. Mais vous ne trouvez pas ça bizarre? Donc, la RDC a bien fait de refuser leur offre. Bon, je n'entre pas dans les détails sur la RDC. Je voudrais bien rester sur le plan africain global, et en général. Et à la RDC de savoir ce qu'elle fait,
au Sénégal de savoir ce qu'elle fait. Mais ce que je vais dire, c'est que on ne peut pas accepter que les pays occidentaux viennent financer les élections en Afrique, parce que quand on vous finance, vous n'êtes plus souverain. Vous n'êtes plus souverain. Quand on vous finance, on va vous contrôler. Quand on vous finance, vous allez même, votre Parlement doit voter des lois qui ne vont pas satisfaire la population locale, nationale, mais plutôt les multinationales étrangères, les gouvernements étrangers. Donc ça, c'est interdit là-bas. Ça devrait aussi être interdit en Afrique. J'imagine qu'il y a des Africains qui vont demander de l'argent en Occident, qui se font financer en Occident, mais il n'y a pas de loi en Afrique qui interdisent cela. Que font les parlements africains? Ou bien ils se font aussi financer par l'Occident. Alors on leur dit, bon, vous n'allez pas voter des lois qui interdisent le financement par l'étranger. Donc il faut commencer aussi par là, et ça va nous aider à revenir sur nous-mêmes, à mettre un peu l'ordre dans la maison qui est l'Afrique. Alphonse Mwambi, c'est vraiment intéressant, c'est riche, cette manière de penser. La démocratie qui influence les élections, une démocratie copiée à l'étranger pour servir de leur intérêt, après leur départ de l'Afrique en tant que colonisateur. Mais comment téléguider ces pays d'Afrique en leur permettant d'accéder à la démocratie qui n'a pas été bien comprise, cette démocratie qui n'est pas identifiée par rapport à nos valeurs africaines, à nos réalités, parce que c'est vrai, avant qu'ils viennent, nos cités étaient gérées, administrées convenablement. Tout à fait. La preuve, on avait des canoës biombo, voilà. On avait des croisettes, on avait une société épanouie, et nous avions même comment on appelle, ces royaumes qui ont tenu tête à l'occupant européen. Mais cette déstructuration, il y a un chaînon manquant dans la suite logique. Tout à fait. Ouais. Donc, on a une genèse de la gestion de notre pays. Je prends le cas de la Chine. La Chine ne s'est pas détournée de sa vision, de sa manière de gérer la cité. Et jusque-là, la Chine a continué. Je prends un cas, nous prenons le président Macky Sall du Sénégal, reçu par exemple par la France. Ça ne sera pas de la même manière que Xi Jinping de la Chine, reçu par le président français. Pourquoi ? Parce que les Africains, nous restons aliénés, parce que nous allons chercher le pouvoir en Occident, et que quand tu viens devant le maître ne va pas te recevoir au même titre que quelqu'un qui vient en maître aussi. Parce que le président Xi Jinping, qui est lui élu par le parti, selon le système chinois, selon la culture chinoise, selon les traditions chinoises, ne peut pas être reçu par le président français comme un président africain, prénom Macky Sall, qui est chez son maître, qui lui répond aux normes de son maître. Donc il y a là tout à fait deux choses tout à fait différentes. Et en même temps, il y a la capacité économique d'un pays. Si vous avez un pays de 86 millions d'habitants et vous êtes 1 milliard en Afrique ou 1 milliard 300, je ne sais pas, vous devez être une force. Vous devez penser à aller vers un seul pays, les États-Unis d'Afrique, comme déjà les Kwame Nkrumah, les Lumumba, les pensaient déjà à l'époque. Pourquoi nous avons laissé cette manière de penser? Parce que si ensemble, nous pouvons nous présenter ou bien nous faire représenter, là, on aura un poids. Mais quand on se représente avec son petit pays de 2 millions d'habitants comme la Gambie, on s'est dit être président, et on va là-bas se faire recevoir au même titre que le président chinois, il faut être malade. C'est la logique, ce n'est pas insulter nos politiciens, nos intellectuels, mais c'est la logique tout simple. Il faudra savoir comment on doit peser au niveau international, comment on doit s'organiser pour peser au niveau international. Il faut d'abord être soi-même.
Il faut respecter sa propre culture. Il faut connaître ce que l'on est. Comme ça, tu sais que à partir de cette civilisation qui est la mienne, à partir de mes valeurs, j'ai quelque chose à apporter à l'autre ou j'ai quelque chose à recevoir de l'autre. On peut toujours copier les uns des autres, mais on n'a pas le droit de tout copier. Ce n'est pas bon et ça ne va jamais marcher de cette façon-là. Alphonse Mwambi, nous tendons déjà vers la fin de nos échanges. Dans quelques minutes, nous mettons un terme à ces échanges si importants. Le rôle de la diaspora. Vous avez quitté l'Afrique, vous êtes allé en Occident, vous avez vu ce qui ne marchait pas sur le plan politique en Afrique. Mais que faites-vous pour conscientiser? C'est pourquoi je suis là, je suis rentré pour conscientiser la population, pour conscientiser surtout l'élite africaine. Je fais beaucoup de voyages. Je fais des voyages en Ouganda et partout en Afrique. Mais je fais beaucoup de conférences, même en Europe, dans des universités, pour, pas seulement, je ne dis pas ces choses parce que je suis en Afrique, je les dis aussi en Europe, pour leur dire, écoutez, arrêtez de créer des chaos, arrêtez de créer des influences idéologiques parce que ça ne va jamais marcher. Alors, le rôle de la diaspora est très capital parce que chaque pays, chaque continent a sa diaspora ailleurs. Vous allez voir qu'il y a des Chinois qui envoient leurs enfants étudier aux États-Unis, mais après, ils vont rentrer. Si vous regardez le président actuel du Nord, de la Corée du Nord, il a étudié en Suisse. Il est rentré. Ce n'est pas un exemple pour tout le monde, mais je les cite quand même. Et nous, de la diaspora, nous avons un rôle très capital. C'est de retourner dans nos pays respectifs, de conseiller les politiciens pour qu'ils ne soient pas tout le temps manipulés par les Occidentaux, c'est de mettre de l'ordre, c'est d'ouvrir l'œil à la population, c'est de mettre la discipline du travail, et c'est ça. On ne vient pas ici pour arracher les boulots d'un l'un ou de l'autre, on est ici pour conseiller, et on peut le faire gratuitement. Vous comprenez? Donc on ne vient pas ici chercher un petit job ici, un petit job par là, on est là pour donner à la nation, aux nations africaines, notre connaissance, notre pensée. Et que les politiciens ne puissent pas avoir peur. Je vous l'assure, la diaspora, c'est une force. Si on prend par exemple la diaspora congolaise, c'est 10 millions d'habitants. C'est-à-dire, si on les met dans un pays, ils vont faire 2 pays par rapport au Congo-Brazza. Ils vont faire 5 pays par rapport à la Gambie. Donc, on est une grande diaspora. Il y a une organisation, il y a une connaissance, c'est une mine d'or de connaissances. Et il ne faut pas avoir peur de la diaspora. Il faut trouver un dialogue. Il faut créer un espace même pour cette diaspora-là, pour que les gens puissent venir ici, s'exprimer, donner leur point de vue, mais surtout apporter leurs connaissances. Et là, j'en viens à cette question de la double nationalité qui déchire surtout le Congo. Parce qu'il paraît qu'au Congo, on n'a pas droit à la double nationalité. Ça, c'est une perte. C'est une perte parce que nous voyons dans d'autres pays, le Maroc par exemple, c'est interdit à un Marocain de résigner, donc d'abandonner sa propre nationalité. Tu peux avoir une autre nationalité, mais tu n'as pas le droit d'abandonner la nationalité marocaine. Et aujourd'hui, la diaspora marocaine, elle fait beaucoup au Maroc. Et il y a des conférences, il y a même un ministre de la diaspora, il y a des banques des banques marocaines qui sont en Europe, où la diaspora marocaine ne va pas dans d'autres banques. S'ils ont de l'argent, ils mettent tout de suite dans la banque marocaine. Ça crée des emplois au Maroc, mais ça permet aussi aux Marocains d'acheter des maisons, d'investir en Europe. Et
au final, ça ne fait que profiter au Maroc. Donc, je vais conseiller aux autorités congolaises de mettre la place pour la diaspora et de ne pas avoir peur que la diaspora, elle est une ennemie, elle est l'ennemi du peuple ou l'ennemi de la nation. Voilà. Un dernier message pour mettre un terme à ces échanges de ce soir. Je sais que ce n'est pas la dernière fois que vous revenez. Vous avez ouvert une boucle par rapport à la question de la nationalité. Je pense que vous allez revenir pour en parler dans un format plus élaboré et plus élargi. Ouais. Un dernier message pour mettre un terme à notre échange de ce soir. Un dernier message, c'est que, Africains, réveillons-nous. Nous sommes là pour nous conseiller nous-mêmes. Réveillons-nous, restons debout et nous avons besoin de nous révolutionner. Vous savez, quand vous regardez les pays, d'autres pays dans le monde, ils avancent. Nous sommes retardés. À chaque fois, c'est les élections. À chaque fois, c'est la démocratie. Ce sont des discussions trop bidons. On peut avancer. Il faut qu'on regarde nos économies. Il faut qu'on regarde notre propre philosophie. L'avenir de nos enfants en dépend. Merci, très chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez nombreux à nous suivre. Merci. Nous avons reçu pour vous Alphonse Mwambi, qui est politologue, chercheur, analyste politique. Il nous revient de La Haye en Hollande. Avec lui, nous avons échangé sur cette question de la démocratie. Est-ce que la démocratie africaine a cette identité africaine? Vous l'avez entendu, à vous d'en juger, à vous de continuer vos messages. Vous pouvez continuer aussi cette discussion sur notre page Facebook Deadline ou resuivre ces émissions sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis. Merci Alphonse Mwambi. Je pense que ça ne sera pas une dernière fois. C'est moi qui vous remercie, M. Semfria. Merci à ma grande équipe de Deadline. À la prochaine. Ciao. Que Dieu vous bénisse.